Comme je l'ai dit et comme l'a redit Camille, n'hésitez pas à aller sur test.manette.org pour tester un petit peu tout ce qu'on va voir aujourd'hui et puis à l'issue de ce webinaire pour essayer de gérer vos compétitions, tester des échéanciers, tester un petit peu des choses qui sont un petit peu particulières et que vous n'osez pas forcément tester sur une vraie compétition. Et puis ensuite, on va commencer ce soir donc avec ce webinaire numéro 29, donc gestion des compétitions spécialement pour les juges arbitres. Donc ce soir, enfin, vous êtes entre juges arbitres, je ne suis pas juge arbitre. Et donc on va essayer de procéder ensemble sous un format surtout orienté questions-réponses. Donc l'idée, c'est que vous n'hésitiez pas à poser toutes vos questions les plus complexes que vous avez pu imaginer ou que vous avez pu avoir dans des cas particuliers sur vos compétitions. Je vais y répondre au fur et à mesure et puis en enchaînant comme ça de question en question, de thématique en thématique. Donc n'hésitez pas à vous être actifs, à poser vos questions, puisqu'on est là vraiment pour répondre à vos problématiques en tant que joueur arbitre que vous rencontrez régulièrement. Donc, j'en parlais de l'interface de test, test.valet.org, petit rappel habituel où vous pouvez vous connecter avec votre numéro de licence ou votre adresse mail. Vous pouvez créer votre compte s'il n'existe pas. Ce n'est pas la même base que le badnet vert, le vrai badnet. Donc, si votre compte n'existe pas, c'est normal. Vous le créez, vous vous connectez. Et ensuite, vous pouvez créer un droit de formation déjà rempli et tester des choses, des échéanciers, etc. Niveau manipulation, je suis toujours sur mon tournoi de formation badnet. Dans lequel j'ai déjà des tableaux, des inscriptions des joueurs, etc. Donc c'est ce tournoi-là que je vais manipuler. Et du coup, on va commencer par une petite question qui a été posée cette semaine, qui est lorsqu'une sortie de poule est réalisée. Donc je rappelle que dans Badnet, la sortie de poule est réalisée automatiquement lorsque le dernier match est saisi dans le déroulement en ligne. Et la question, c'était comment est-ce qu'on peut modifier cette sortie de poule et notamment éventuellement enlever des têtes de série lorsqu'il y a des cas particuliers de têtes de série qui sont positionnées par Badnet alors qu'ils ne devraient pas. Par exemple, le cas présent en question, c'était si jamais on a une tête de poule de la série 1 qui ne devrait pas être tête de série, car elle a été basculée par exemple d'une poule de 4 en troisième position dans la poule 1 en tête de poule alors qu'elle ne devrait pas. Badnet la protège automatiquement lors de la sortie de poule et du coup le JA peut faire une modification de son côté directement à deux endroits. Donc la première modification que peut réaliser la table de Marthe sur le déroulement en ligne, c'est en haut à droite, sortie de poule, simplement un tableau final. Donc là, c'est le tableau que je veux modifier actuellement. Ici, je peux, donc j'ai cliqué sur sortie de poule, série 1, simplement série 1. Donc là, j'affiche ma sortie de poule. J'ai des petits crayons présents sur chacun des joueurs. Et si je clique dessus, ça va me permettre d'inverser, par exemple, ma tête de série 1 avec ma troisième position. Donc ça, c'est si jamais les arbitres le décident pour quelque raison que ce soit. On utilise le crayon et on peut inverser les deux joueurs. À cet endroit-là, on ne peut pas enlever les têtes de série, c'est vraiment juste pour changer un petit peu la position de deux joueurs en conservant les têtes de série. On enregistre, les joueurs ont été inversés, la tête de série est restée en position 1. On est bon. L'autre possibilité, c'est j'aimerais bien que Gressier Valentin ne soit pas tête de série 1, parce que comme je l'ai dit, peut-être qu'il était forfait. Peut-être qu'il a remplacé un forfait, pardon, et que du coup, sa position n'est pas à tête de série, ne doit pas être protégée. Dans ce cas, c'est un petit peu plus complexe. Il faut se rendre directement dans le tableau. Au niveau du placement des joueurs, on retrouve le même affichage que dans le déroulement en ligne avec les petits crayons, sauf que cette fois, le crayon va donner plus de possibilités. Donc, je clique sur le crayon, je peux inverser des joueurs de tableau. Et ici, donc là, je ne veux pas l'inverser, je veux juste lui enlever sa tête de série. Donc ici, je peux choisir tête de série, je ne lui en mets pas. J'enregistre. Et du coup, Gressier Valentin va apparaître ici sans tête de série. Donc, je peux faire mon affichage sans problème, sans qu'il y ait de conflit de tête de série à l'affichage et que le public soit perturbé. Donc, voilà un petit peu la subtilité. Donc, pour modifier une sortie de poule, deux possibilités. Inversion classique depuis le déroulement en ligne. Inversion un peu, voire beaucoup plus complexe. On peut la faire cette fois dans le tableau, directement dans l'onglet placement. La manip sera la même si on a un pré-tour. Oui, la manip, c'est la même. Là, il n'y a pas de pré-tour, mais les crayons seront positionnés au même endroit. Les modifications permettront les mêmes choses, qu'on soit en 8e, 32e ou 64e de finale, ça ne change rien. On peut faire les manipulations sans aucun problème. Et donc, je rappelle aussi que sur des poules, si on veut inverser des joueurs de place,
Ça se passe aussi au niveau des petits crayons qui sont juste avant le nom et prénom de la personne. Et on retrouve un petit peu le même fonctionnement en inverse de joueur. Et on peut préciser si besoin la tête de série qu'on va affecter. Donc voilà pour le premier point que je souhaitais aborder avec vous ce soir. Le deuxième point que je vais aborder, c'est la gestion des forfaits. Pourquoi n'y a-t-il pas de validation GIA avant la publication des sorties de pool? Parce que tout simplement, parce que dans 95%, voire 99% des cas, il n'y a aucune action, enfin, il n'y a aucune modification à réaliser par un GIA sur une sortie de pool. Et quand ça arrive, c'est vraiment très très rare et c'est sur des cas très particuliers. Donc, du coup, Badnet a pris le parti de ne pas faire perdre de temps à la table de marque, de ne pas faire perdre de temps au juge arbitre, de ne pas avoir d'action supplémentaire à réaliser pour publier les sorties de pool. Donc, c'est historique. Et effectivement, quand on l'a mis en place il y a plusieurs années, de nombreuses années, il n'y avait pas IBAD, il n'y avait pas les écrans déportés. Donc, le fait que ce soit automatique, ça ne posait pas de souci d'affichage derrière des personnes qui pouvaient consulter les informations sans que le GIA ait validé. Donc, on a bien conscience de cette problématique du côté des juges arbitres qui râlent parce que les joueurs viennent à râler à la table de marque pour dire qu'ils ont vu les sorties de poule avant que le juge arbitre n'ait pu le voir. Donc, pour pallier à cela, on a rajouté un timer de 15 minutes qui fait que quand les sorties de poule sont faites automatiquement, le juge arbitre a 15 minutes pour faire des modifications si besoin avant qu'elles soient automatiquement diffusées sur IBAD ou Badnet. Donc, généralement, ça laisse le temps à la table de marque d'imprimer et au juge arbitre de faire la vérification. Comme je l'ai dit, c'est vraiment très très rare qu'il y ait besoin de faire des modifications d'une sortie de pool. Et on va ajouter pour la saison prochaine, on espère, ça dépendra de toutes les demandes qui sont en cours et lesquelles sont prioritaires par rapport à d'autres. On a prévu de rajouter dans le déroulement en ligne un petit module qui permet d'afficher des notifications avec des petites actions qui vont être possibles de réaliser dessus, qui contiendra notamment la partie sortie de pool disponible. Par défaut, elle sera visible, il sera possible de la cacher. Et si elle est cachée, du coup, personne ne pourra la consulter ou la voir. Ne peut-on pas momentanément rendre les tableaux invisibles? Non, c'est pas prévu de faire ça comme ça. Et je propose d'attendre juste la prochaine fonctionnalité qui arrivera sûrement à la rentrée. Et en attendant, d'essayer de contrôler les sorties de pool en moins de 15 minutes avant que ce soit sorti. Comme je l'ai dit, normalement, il n'y a pas trop de modifications à faire sur une sortie de pool qui est faite automatiquement. Donc, en 15 minutes, ça devrait être gérable. Je pense que vous aurez plus de questions de joueurs qui paniquent parce que d'un seul coup, ils ne peuvent plus rien voir du tout, ni leur prochain match, ni l'échéancier, etc. Donc, le mieux quand même, c'est de contrôler en moins de 15 minutes et d'attendre que la fonctionnalité soit disponible pour que vous puissiez cacher à votre guise les sorties de pool, le temps de les contrôler en autant de temps que vous aurez besoin pour les contrôler. Oui, le délai de 15 minutes est actif depuis plus d'une saison maintenant, tant sur IBAD que sur la partie publique Badnet. C'était même avant le Covid de mémoire, sur IBAD en tout cas, et sur Badnet, c'est depuis la nouvelle version. J'étais donc sur la gestion des forfaits. Donc, au niveau des forfaits, je voulais montrer un petit peu comment est-ce qu'il était possible de gérer un forfait sur une compétition. Alors, pour gérer un forfait, il y a globalement deux possibilités. La première, c'est de le mettre forfait sur sa fiche. Donc là, je suis sur la fiche d'un joueur. Tout en bas, j'ai un joueur qui va être forfait. Je peux mettre en commentaire certificat médical reçu. Je coche un volontaire, je mets une date si besoin et j'enregistre. Donc ça, c'est le joueur est forfait sur toute la compétition. Donc là, c'est enregistré. Si je vais dans le tableau, hop, il est barré en rouge, je le vois directement. Il est forfait partout, quels que soient les tableaux dans lesquels il est inscrit. Deuxième possibilité, le joueur est forfait, mais il n'est pas forfait sur tous les tableaux. Il est forfait, par exemple, dans notre cas présent, on va le mettre forfait simplement en simple. Par contre, il est disponible pour le double. Il n'est pas disponible samedi, il a un contretemps qui voudra peut-être une sanction, mais il est là pour le double dimanche. Dans ce cas-là, au niveau de Badnet, vous n'avez pas besoin de le mettre forfait sur sa fiche, car cela aura pour effet de le mettre forfait sur chacun de ses tableaux, donc sur chacune de ses paires. Vous pouvez utiliser le petit crayon qui est à droite de sa paire ici, pour dire que sa paire est WO. Donc,
on enregistre. Et donc là, il est bien barré en rouge dans le tableau pour nous informer que le joueur ne pourra pas participer au simple, pardon. Et par contre, si on vient ensuite sur le double, on voit qu'il est bien affiché. Bon, il est en rouge, mais parce qu'il n'a pas les points pour jouer dans le tableau, mais il n'est pas surligné et barré en rouge, comme c'était le cas pour le forfait. Et si on regarde la paire, elle n'est pas WO. Donc pour gérer les forfaits, il y a vraiment une subtilité entre le forfait qu'on va pouvoir positionner de façon globale et générale sur sa fiche et le forfait un peu plus précis sur la paire en fonction du joueur s'il fait un tableau et pas un autre. Et ensuite, une fois que le joueur est WO, dans le déroulement en ligne, il va s'afficher en rouge. Il faudra quand même dire qu'il n'est pas venu, donc saisir le score du match en WO. Là, par exemple, si je mets alors Loïc WO, il est affiché en rouge. Il faut bien que moi, en tant qu'organisateur et géo, je saisisse qu'il est WO. Ça confirme et ça fait avancer les paires dans le tableau. Donc, on ne le fait pas forcément. Enfin, on peut le faire la veille si besoin, mais en général, il faut le faire plutôt quand le match va arriver. On l'annonce à l'oral et là, on dit que le joueur est WO, on valide. Voilà, donc l'information en rouge de Badnet qui dit que le joueur est WO nécessite quand même une action de bien confirmer que le joueur est bien WO et en saisissant le score. Et ensuite, ces joueurs WO, on va les retrouver dans l'onglet forfait ici. En haut, on a tous les joueurs qui sont WO avec des informations qui se veulent le plus précis possible. Donc, on a essayé de faire au mieux. Donc là, on voit que Gilles, typiquement, on l'a mis forfait que en simple. Donc, ça s'affiche ici dans la raison. Forfait en simple, il n'y a pas de notion de volontaire involontaire avec la date. Et par contre, Loïc, que je viens de mettre forfait, que je viens de mettre WO, lui, il est WO global sur la compétition. Donc, ça permet un petit peu de différencier les deux informations et de retrouver à la fin de ma compétition qui sont tous mes joueurs forfaits avec la raison, la date et puis un petit commentaire qui va s'afficher pour me dire exactement pourquoi. Donc voilà un petit peu la partie gestion des forfaits qui paraît un petit peu des fois complexe de savoir quel endroit on met forfait un joueur et pourquoi là il est barré et pas là, etc. Finalement, c'est vraiment juste se poser la question, est-ce qu'il est forfait général ou pas? Il y a des petites infobules qui expliquent, bon, vous le savez, je suppose tous, la différence entre volontaire, involontaire et à justifier, mais qui permettent de rappeler un petit peu, surtout pour vos géos, qui ne savent pas forcément quoi choisir quand ils ont un forfait qui arrive. Ça permet de clarifier un petit peu toute la situation. Et c'est important de bien sensibiliser vos géos à bien saisir tous les forfaits sur Badnet, parce que dès qu'il y a un oubli, parce que des fois ça reste dans les mails, ensuite c'était un Messenger, ensuite c'était un WhatsApp, et bien en fait on n'a rien qui est centralisé dans Badnet, et à l'issue de la compétition, on s'est laissé dépasser, et on perd une demi-heure, 3/4 d'heure à devoir rechercher dans tous les mails toutes les données issues des forfaits. Y aurait-il moyen que les forfaits soient importés sur Puna comme c'est le cas pour les résultats? Alors, c'est une bonne question. Dans l'idéal, on aimerait que carrément tout le rapport de JA soit importé dans Puna, ce qui ferait gagner du temps à tout le monde et qui permettrait d'intégrer notamment les forfaits dans cet export, dans ce rapport, puisque je pense que, c'est sûr, même vous le précisez dans le rapport, les forfaits. Pour ça, je vous invite à... Donc, on n'a pas encore évoqué officiellement le sujet avec la fédération, mais je vous invite à aller dans le module roadmap de Badnet et à faire des propositions d'idées de nouveaux modules qui pourraient être intéressants et à voter à l'aide du pouce qui est présent à droite pour les fonctionnalités qui vous intéressent, vous, à titre personnel. Et notamment, il y en a un qui est transmettre le rapport de JA à Puna, qui a 7 votes aujourd'hui. L'idée, c'est que ces modules, quand ils sont votés, quand ils arrivent dans le top, on se met à rédiger le cahier des charges, à les développer. Et en fonction de s'il y a besoin d'interroger la fédération sur certains sujets, on entre en discussion avec la fédération et si on a l'appui des territoires, que ce soit nous pour savoir quelles fonctionnalités on met en place ou pour justifier auprès de la fédération les différentes fonctionnalités qui seraient intéressantes de par les votes qu'on peut voir effectifs sur le module roadmap, ça permettrait de mettre ça en place, justement, cette demande sans problème de notre côté. Et effectivement, alors non, c'est pas. Oui, c'est là. Donc la V5, elle est accessible sur v5.banetwork. Je vais mettre le lien dans le chat. Hop, c'est à cet endroit-là qu'on peut voter. Il faut être connecté à son compte pour voter. Du coup, voilà, voter en fonction de ce que vous préférez. Et comme je l'ai dit, si vous avez des idées de nouveaux modules,
ou d'amélioration, vous les proposez. Nous, on les modère un petit peu, on les rédige pour qu'ils collent avec ce qu'on avait déjà prévu ou avec ce qu'on a vraiment pensé de la fonctionnalité. Et ensuite, on la met à disposition des territoires. Donc, il peut y avoir des nouvelles demandes de temps en temps régulièrement. Il y en a peut-être qui vont disparaître quand elles sont mises en place. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. Et donc, justement, le rapport d'IA, c'était un autre point que je voulais voir ce soir. Donc aujourd'hui, le rapport d'IA, c'est uniquement un rapport à titre consultatif qui ne permet ni vous de saisir des informations avec du champ de texte ou des images de façon libre, mais qui résume un petit peu tout ce qui s'est passé sur votre compétition. Donc là, sur mon point de formation, on retrouve toutes les informations de base de la compétition, ce que Scoreball a utilisé par rapport à la couverture presse, le nombre de matchs maximum par jour pour un joueur. Donc, s'il y a plusieurs joueurs, ils sont tous affichés à l'écran. L'échéancier avec les durées des matchs, durée min, durée max, la moyenne, la prévision qui était prévue dans l'échéancier, la date de début et de fin. Donc là, c'est des données faussées parce qu'on est sur une compétition de formation, mais bien évidemment que ce sera des données plus logiques sur vos compétitions. Les volants, s'ils sont utilisés, la répartition par série, le nombre de volants, le type, le nombre de tubes, du coup, qui est automatiquement calculé en fonction du nombre de volants. La répartition des volants par salle et par date. Toute la partie forfait, donc issue de ce que vous avez pu saisir, vous, dans votre compétition, enfin, vous ou le géo. Donc, d'où l'intérêt de bien s'habituer dès maintenant à saisir cette information, c'est que si on a la liaison avec Puna pour insérer les rapports GIA dans Badnet, si vous avez déjà pris la main de tout saisir, ça sera transparent. Vous n'aurez plus qu'à exporter le rapport. Tous les matchs qui sont en W ou abandon. Les incidents qui ont pu être saisis, je reviendrai sur ça juste après dans le déroulement pour voir un petit peu comment positionner un incident sur un match. La partie arbitrage, chaque arbitre, combien de matchs il a arbitré en tant que juge de service en tant qu'arbitre, en fonction de la discipline, en rappelant le grade et la ligue de l'arbitre. Et la répartition des arbitres par jour, c'est-à-dire que combien de matchs a-t-il arbitré en arbitre, le 6, 20, etc. Toutes ces informations-là, on peut les retrouver en PDF ici, en cliquant sur ce bouton. Et l'activité, l'activité de tous les arbitres peut être également générée en PDF depuis ce module. Donc l'idée de ce module, c'est qu'on a déjà eu des demandes de l'améliorer pour qu'il y ait des saisies, des ajouts de photos, etc. Mais on attend de vraiment voir avec la fédération si ça serait possible de faire une liaison pour que l'on le mette en place avec simplement les données qui seront réellement exportées. Parce que si aujourd'hui on met en place une 25 champs, par exemple, qui peuvent être saisis, etc., qui semblent coller avec ce qu'il y a besoin de faire dans le rapport d'IA et que finalement dans Puna, il n'y en a que 10 ou au contraire, il y en a 40, ça sera encore plus compliqué de faire la liaison. Donc, on est conscient de ça et dès qu'on a le feu vert, on mettra en place cette liaison en espérant que ce soit le plus rapidement possible pour que vous gagniez du temps dans toute votre partie rapport de juge arbitrage. Pourquoi le nombre de volants par match est-il de 0 par défaut? Eh bien, il est par défaut parce que si jamais il est de 0 par défaut, parce que si jamais vous n'utilisez pas les volants de toute la compétition et qu'on met 1, ben, par défaut, à la fin, s'il y avait 500 matchs, il y aura 500 volants utilisés, donc il pourra marquer 7 ou 8 tubes ou 10 tubes, et ça sera une donnée qui sera complètement faussée. Donc par défaut, il vaut mieux qu'il y ait 0 volant, plutôt qu'un nombre minimal faussé de volants correspondant au nombre de matchs, et que du coup, ça embrouille tout le monde. Par contre, dès qu'on utilise Scorebad, il y a au moins un volant qui est saisi, puisqu'il y a de l'arbitrage en live, donc on considère qu'il y a au moins un volant, voire plus, si jamais l'arbitre utilise correctement la tablette et saisit les volants qui sont utilisés. À noter qu'il est possible donc de modifier le nombre de volants utilisés à l'aide du petit crayon dans le déroulement. Ici, c'est le champ qui est ici, et mettre 10 pour mettre que 10 volants ont été utilisés. Comment se passe la gestion d'une compétition multisalle? À la fin de la compétition, faut-il générer un fichier par salle et par jour pour l'export dans Puna? Alors, pas du tout. La compétition multisalle, alors une compétition multisalle, en fait, dans Badnet, une salle correspond à une journée. Donc, en fait, toutes les compétitions sont multisalles à partir du moment où elles durent plus d'une journée. Donc là, en l'occurrence, dans mon tournoi qui dure 2 jours sur une salle et un jour sur une salle, dans Badnet, il y a 3 salles. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, tout le monde fait du multisalle dans tous les cas. Il n'y a pas d'option multisalle ou pas. Donc là, en l'occurrence, j'ai 3 salles.
Dans mon échéancier, je peux configurer les salles, donc je peux en ajouter une quatrième si besoin, etc. Je peux ajouter 2 fois la même. Non, je peux pas ajouter 2 fois la même. Donc je peux ajouter, bon, je pourrais créer une salle, en ajouter une troisième, mais c'est pas le but. Donc en gros, j'ajoute mes salles. Ensuite, j'ai mon échéancier. Dans mon échéancier, je répartis mes matchs dans les salles, etc. Et une fois que j'ai fait ça, donc je vais faire quand même un échéancier, je le déverrouille. Hop, je vais faire un échéancier multisalle pour qu'on voit la différence. Donc là, je vais rapidement, hein, vous êtes censés tous connaître comment mettre en place un échéancier, etc. Donc là, j'ai mon échéancier. Donc là, j'ai mon échéancier sur 2 salles, le dimanche et le samedi, la rouge et la bleue. Donc dans le déroulement ensuite, pour la gestion multisalle ou multijour, donc en haut, on peut changer de jour ou de salle. Donc là, je suis dans la salle municipale, là, je passe dans le palais des sports. Donc on voit bien que les matchs changent et que j'ai des informations différentes. Une fois que ma compétition est terminée, donc là, c'est la deuxième partie de la question. Il y a dans la nouvelle version, il n'y a aucun fichier à générer. La liaison avec Puna, elle est automatique. Donc ça se passe dans Export Puna. Donc il faut renseigner le numéro Puna de la compétition pour pouvoir réaliser l'export. On clique sur Transférer sur Puna. Bon, là, le bouton est grisé parce que je n'ai pas de numéro Puna, mais je clique sur Transférer et c'est tout. Le fichier est généré par Badnet et envoyé directement sur Puna. Normalement, vous recevez un mail, ou en tout cas, la compétition change de statut sur Puna pour vous informer que les résultats sont bien enregistrés. Donc, le multisalle, dans le déroulement, il suffit de changer la salle en haut à gauche. Et à la fin de la compétition, il suffit d'aller dans le module Export Puna, transférer sur Puna. On clique sur Transférer et là, le transfert est réalisé et la compétition est envoyée avec tous les matchs et tous les résultats. Voilà pour la partie export, donc c'est assez simple. Où est-ce que renseigner le numéro? Donc le numéro, ça fait partie un petit peu des informations générales de la compétition, donc c'est dans les préférences. On le trouve ici. Donc il y a le numéro d'autorisation et le numéro Puna. Donc, ce qu'on a besoin, c'est le numéro Puna qui commence par 21 en général, etc. Donc voilà pour ces informations. Et c'est ici qu'on renseigne globalement dès qu'il y a une information concernant la compétition à renseigner, ça se passe dans cette partie préférence, ou du moins dans la partie accueil, dans la partie réglage. Donc voilà, et donc j'étais donc dans le déroulement, je voulais vous montrer comment est-ce qu'on affecte un incident sur un match. Donc là, ça se passe sur le déroulement. À droite, il y a une petite icône avec un panneau attention. On clique dessus et on peut affecter donc à un joueur par un officiel, qui peut être le juge arbitre ou des arbitres, un commentaire et une des 3 fautes possibles, donc avertissement, faute et disqualification, que l'on retrouvera ensuite dans le rapport de JA. Donc là, je l'ai affecté. Et donc, dans la prod JA, on retrouve cette faute. Donc voilà pour la partie avertissement. Un autre point n'hésitez pas à poser vos questions en même temps que j'enchaîne sur les différents sujets. Tu as prévu de parler de la rotation d'arbitre. Alors, ce n'était pas prévu, mais je peux en parler. Ça ne concerne quand même pas beaucoup de tournois, mais pourquoi pas. Donc, là, le module rotation d'arbitre. Hop. Alors, je suis allé un peu vite, je remonte juste après. Je vais juste positionner mes arbitres. Alors, le module rotation d'arbitre, comment il fonctionne? Donc déjà, il est positionné dans Extra rotation d'arbitre. On a mis en place ce qu'on appelle la gestion dynamique des rotations. Donc ça, il faut l'activer, enregistrer. Et ensuite, jour par jour et salle par salle, on va pouvoir positionner dans mes rotations d'arbitres les arbitres et potentiellement les juges de service qui vont officier sur mes prochains matchs. Donc là, à droite, j'avais mes arbitres non placés. J'en avais 7 sur ma compétition qui étaient juste ajoutés dans la compétition. Je les glisse et je les dépose pour les positionner soit dans la partie rotation d'arbitre, soit dans la partie juge de service. L'espace, il est découpé en 3 parties. Une partie, les arbitres en activité, qui sont sur les terrains. En l'occurrence, il n'y en a aucun. La prochaine rotation d'arbitre, donc c'est égal au nombre de terrains, en l'occurrence 7. Et du coup, ce sont mes 7 prochains arbitres qui vont officier. Et ensuite, la liste d'attente, qui est composée des arbitres qui vont rentrer au fur et à mesure dans cette liste d'attente. C'est-à-dire qu'ils vont, dès qu'ils ont fini d'arbitrer, donc ça c'est pour le cas où on a plus d'arbitres que de prochains matchs. Donc là, si j'en avais 14, je pourrais les mettre ici en bas pour faire en sorte que les attentes remontent automatiquement dès qu'un match est terminé.
Donc l'idée, dès qu'on va lancer un match, l'arbitre va basculer sur le terrain. Toute la prochaine rotation va monter d'un cran. Et le prochain arbitre qui va rentrer, ça sera Calabre, etc. Si jamais il y a les juges de service qui sont également positionnés, comme c'est le cas actuellement, ben on voit que Arthur va partir avec Nicolas sur la prochaine rotation en arbitre juge de service. Quand le score du match est saisi, l'arbitre va passer juge de service et le juge de service va passer arbitre. Bien évidemment, ça c'est le cas seulement si on gère avec les arbitres et les juges de service. Si on gère que les arbitres, ben, l'arbitre il passe à la fin de la liste d'attente de la prochaine rotation, prêt à repartir dans un certain temps. Au niveau des écrans, on a tout qui se met à jour. Donc on est sur le gymnase municipal. On a tout qui se met à jour au niveau donc, du déroulement. Donc là, on a les arbitres qui sont positionnés, Arthur, Nicolas, etc. Et si on va dans les affichages déportés et dans le point de rassemblement, le tournoi est caché, donc je le rends visible pour pas longtemps. Si je vais dans le point de rassemblement, on a les arbitres qui sont également affichés, qui permettent d'avoir un petit peu le suivi des arbitres dans la chambre d'appel ou dans les matchs en cours, etc. Donc, voilà un petit peu le module rotation d'arbitre. N'hésitez pas à l'utiliser sur la version de test si vous voulez aller un petit peu plus loin. Je ne vais pas trop m'attarder parce que ça concerne quand même assez peu de compétitions qui sont en capacité aujourd'hui d'avoir assez d'arbitres pour gérer de la rotation automatique. Parce que quand vous avez que 3 arbitres pour 14 terrains, en général, il faut mieux les affecter à la main, sinon ils finissent la journée complètement desséchés. Donc voilà un petit peu pour la petite partie rotation d'arbitre. Il y a un onglet interclub. Existe-t-il une gestion spéciale pour les interclubs régionaux et plus? Alors là, on est sur vraiment de la compétition individuelle. Pour tout ce qui va être la gestion d'un interclub, c'est pas le sujet du webinaire aujourd'hui, mais il y a effectivement une gestion différente des interclubs, que ce soit au niveau du déroulement en ligne, qui permet en quelques mots de saisir la feuille de rencontre, l'ordre des matchs, la feuille des présences, etc. Et ça, c'est pour la partie déroulement. Et pour la partie organisateur aussi, il y a plein de modules différents, calendrier, division, groupe, etc., qui permettent de positionner les rencontres, saisir les participants, les joueurs des équipes, faire le contrôle des brûlés, le contrôle des sanctions, etc. Mais ce n'est pas forcément le sujet aujourd'hui. Donc là, on est bien sur de la compétition individuelle. Et la partie interclub qu'on voit ici, c'est associé à mon compte auquel je suis connecté, que vous pouvez avoir vous aussi si vous êtes connecté. Mais c'est pas ce qu'il y a en gris qui concerne la compétition sur laquelle on travaille actuellement. Et donc, l'autre point que je voulais aborder aujourd'hui, c'est la gestion du contrôle du RGC. Donc, le contrôle du RGC, on peut le réaliser dans la toolbox, dans l'onglet respect du RGC. Donc là, le respect du RGC, il permet d'afficher, donc c'est très utile pour le JA, à un coup d'œil de voir est-ce qu'il y a des joueurs qui sont non licenciés, là on en a 13, est-ce qu'il y a des joueurs qui sont étrangers, des joueurs qui sont carencés, ça c'est beaucoup plus grave, est-ce qu'il y a des tableaux qui ne respectent pas la règle des x16, donc c'est-à-dire que le point d'écart entre le meilleur et le moins bon du tableau, est-ce que les structures respectent le RGC, donc ça se calcule en fonction du nombre de poules, s'il n'y a pas, qu'il n'y ait pas 5 poules de 5 par exemple. Est-ce que tous les joueurs, aucun joueur ne fait plus de 8 matchs le même jour, potentiel? Est-ce que les salles ont bien l'échéancier qui commence entre 8h et 19h? Et est-ce qu'on a donc suffisamment de juges arbitres sur la compétition? Donc là, c'est purement de l'analyse du RGC, purement informatif. Bien évidemment, dans les règles qui sont affichées, vous devez quand même vérifier que Badnet ne fait pas d'erreur dans l'interprétation de la règle, ce qui peut arriver, et éventuellement que Badnet n'oublie pas certaines règles dans le contrôle, mais en tout cas, si vous voyez des manquements sur certaines règles qui sont affichées en vert alors qu'elles devraient être rouges ou l'inverse, n'hésitez pas à le dire, ou s'il en manque, on a essayé de faire un petit peu le tour du RGC sur ce qu'on pouvait nous calculer automatiquement et afficher. Peut-être qu'on en a oublié, donc dans ce cas-là, on pourrait les rajouter sans problème. Donc voilà pour la partie RGC. Par carencé, vous entendez un joueur suspendu? Oui, c'est ça. Là, donc ça, c'est en direct de la fédération. On récupère la liste de tous les joueurs qui sont carencés pendant la date du tournoi, donc qui sont suspendus. Et si la sanction est de type suspension, on affiche le joueur concerné avec la date de début et de fin et la raison. Et après, Madnet ne bloque pas, c'est à vous de le contacter, de l'enlever si besoin. Ou si il vous confirme que la Ligue a bien suspendu sa sanction,
vous pouvez le laisser sans problème sur la compétition, rien n'est bloquant. Est-il possible de mettre automatiquement en visibilité publique le tournoi 1 heure avant le début de la compétition? Non, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, si on veut le rendre public, ça se passe dans Réglages accueil. On peut rendre visible en utilisant les yeux qui sont disponibles à cet endroit. Donc l'idée, c'est le matin, quand on arrive, en fonction de ce que vous souhaitez mettre visible, vous pouvez rendre visible les informations. Voilà. C'est une bonne idée à voir s'il y a une réelle nécessité de le mettre en place, parce que ça demande quand même pas beaucoup de travail de rendre les données visibles. Après, c'est vrai que si on oublie et qu'on se rend compte à midi qu'on n'avait pas mis les données disponibles, ça peut poser problème. Enfin, ça peut poser problème. De toute façon, il y aura toujours un joueur pour vous rappeler à 8h30 qu'ils peuvent rien voir sur Badnet ou IBAN, généralement. Mais je note la demande. À l'époque, on avait mis une pop-up automatique qui s'affichait lorsque les données étaient invisibles. On a eu des retours comme quoi c'était un peu trop intrusif pour les tables de marque qui souhaitaient volontairement laisser cacher les informations, donc on l'avait enlevé. Mais après, à voir comment cette demande peut évoluer. Au niveau de la toolbox, donc on a vu le respect du RGC. On a aussi une partie règlement qui prend toutes les informations sur la compétition, les frais d'inscription, les dates limites, les niveaux, les séries, etc. Et qui génère un règlement au format PDF de la compétition. Donc ce règlement il est purement à titre informatif, que ce soit pour vous, pour votre géo, votre organisateur. C'est pour s'en inspirer, pourquoi pas l'utiliser, mais l'idée, voilà, c'est de reprendre un petit peu tous les fondamentaux d'un règlement. Donc c'est basé d'un règlement type d'une ligue qui nous l'a fourni. Donc n'hésitez pas à le regarder, à regarder un petit peu d'informations qu'on insère dans ce règlement et à voir s'il correspond à la compétition ou pas. Des fois, ça peut faire gagner du temps à l'organisateur d'avoir un règlement généré automatiquement. Et puis, s'il vous correspond vous en tant que juge arbitre, ça permet aussi de gagner du temps vous en disant à l'organisateur de ne pas rédiger manuellement un règlement s'il est disponible et qu'il vous voit. Voilà un petit peu pour cette partie règlement. Et après, dans tous les cas, cette partie toolbox, il y a pas mal de modules qui sont intéressants pour vous et qui vont vous permettre de faire des petits contrôles, que ce soit, donc là, on est sur de l'analyse de durée volant. Si vous êtes sur une grosse compétition ou qui utilise les volants, vous pouvez voir le nombre de volants utilisés pendant la phase de poule, pendant la phase finale, la durée moyenne d'une phase de poule, de la phase finale, etc. Donc là, il suffit de modifier les informations qu'on veut, de quel match à quel match on veut analyser les informations. On peut voir tous les joueurs qui sont encore en activité, et ainsi que la série et le tour dans lequel ils sont encore en piste. Ça permet de voir surtout d'un jour à l'autre, si jamais il y a plusieurs joueurs qui jouent la demi-finale et le quart de finale dans deux disciplines différentes. Ça permet de le voir et de faire en sorte de l'anticiper pour la mise en place de l'échéancier pour le lendemain. Les conflits joueurs, c'est les joueurs qui jouent dans deux salles différentes le même jour. Donc là, ça permet d'afficher l'information. Il y a les gymnases qui sont affichés, les tableaux, les horaires des matchs. Ça permet de vérifier un petit peu que l'échéancier est cohérent vis-à-vis de ce qu'on voit ici comme information. L'activité des joueurs, ça permet de voir dans la théorie combien de matchs maximum un joueur peut réaliser s'il va au bout de chacun des tableaux dans lesquels il est engagé. Donc là, on a Alarcon Loïc, il a joué un match, il en reste un, potentiellement il va en faire 3, et si je passe ma souris, on va voir qu'il a potentiellement 2 matchs en poule et 3 matchs en KO. Donc ça, c'est pareil, ça permet de voir quels sont les joueurs qui sont à 7, 8 ou 9 matchs, et de voir quand même en temps réel si ça devient vraiment critique ou pas pour la suite de la compétition. Les écrans déportés, ça permet d'afficher, si vous avez des écrans dans la salle, les prochains matchs, le point de rassemblement, enfin tout un tas d'informations qui peuvent être intéressantes et qui sont aussi disponibles dans le déroulement. Les QR codes, alors je ne sais pas si tout le monde est au courant, on a mis en place des QR codes de pointage au niveau de la toolbox qui permettent d'imprimer un QR code que l'on va pouvoir afficher à l'accueil ou à l'ancien poste de pointage et qui va permettre aux joueurs, quand ils arrivent dans la salle, de pointer avec leur téléphone via l'application mobile IBAN. Et ça permet de gagner du temps au poste de pointage et de laisser les gens pointer de façon complètement autonome. Donc ça, pour vous, ça peut être intéressant parce que si jamais il est 7h45 ou 7h50 et que vous voyez que rien n'est prêt, ben au moins vous êtes sûr que d'un point de vue pointage, tout est prêt, tout est autonome et puis les organisateurs peuvent se concentrer sur d'autres
notre point que vous leur signalez, mais celui-là, au moins, il est dans la poche et il n'y a rien à faire si ce n'est imprimer et afficher ça, cette fiche à l'accueil. Pardon. Donc, voilà pour le pointage autonome. Si le joueur a une finance négative, s'il n'a pas payé, il y aura un message qui s'affiche sur son téléphone et il y aura la table de marque pour pointer et réaliser le paiement. Donc, il y a tout intérêt à l'utiliser. Et pareil, ça permet aussi d'imprimer des documents officiels au format QR code. Par exemple, là, on a tous les documents officiels du tournoi, donc que ce soit le code de conduite des joueurs, le code de conduite des éducateurs, des officiels techniques, des sanctions, etc. Ça évite d'imprimer énormément de papier. Ça évite de passer beaucoup de temps aussi à réaliser toutes les impressions et tous les affichages. Et ça fait gagner du temps et un peu de temps à notre belle planète. Est-il possible sur un même écran déporté d'afficher le point de rassemblement puis les matchs en cours alternativement? La réponse est non, mais on peut afficher le point de rassemblement et les matchs en cours. Donc là, c'est caché. Hop. Et donc là, c'est ce que je viens de faire. Donc là, j'affiche le point de rassemblement et les matchs en cours, ce qui permet d'avoir deux informations en parallèle. C'est assez responsive, donc même sur des petits écrans, ça devait être assez lisible. Et donc, ça permet d'éviter de faire cette alternance entre les deux écrans qui n'est pas encore possible aujourd'hui dans les fonctionnalités de Badnet. Faut-il, pour que le pointage autonome, le joueur à la dernière version de iPad? Dans le dernier tournoi, il y avait des différences entre iPhone et Android. Certains joueurs n'avaient pas la possibilité de scanner le code sur l'appli. Alors, effectivement, il faut la dernière version qui date maintenant de plusieurs mois. Je pense que le pointage autonome est sorti mi-avril. Donc, il faut la dernière version. Et pour savoir s'ils l'ont, c'est tout simple. Dans le tableau de bord, ils ont un bouton pointé présent en haut à droite. Donc, s'ils n'ont pas ce bouton, c'est qu'ils n'ont pas l'application à jour. Donc, il faut qu'ils la mettent à jour pour pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité de pointage. Donc, ça peut arriver de temps en temps que les gens ont une vieille version qui n'est toujours pas mise à jour. Dans un tournoi avec plusieurs salles, le joueur doit-il se pointer avec le QR code dans chaque salle? Oui, il y a un QR code par salle, mais pas par jour. C'est-à-dire que vous allez pouvoir imprimer pour chaque salle un QR code qui va être valable pour tout le week-end. Donc là, j'en ai un pour le gymnase municipal et j'en ai un pour le palais des sports. Ça sera le même pour le samedi et le dimanche. Et par contre, il y en a un dans chaque salle. Tout simplement parce qu'un joueur, quand il se pointe, il se pointe dans une salle. Et dans Badnet, il ne peut pas être présent dans deux salles en même temps. Donc il faut absolument qu'il y en ait un affichage par salle. Et d'ailleurs, au niveau du QR code, il y a marqué la salle ici qui permet de différencier les deux. Donc si je regarde la différence entre les deux, on a bien ici le gymnase municipal et le QR code est différent de celui du palais des sports. Donc il faut bien imprimer le bon dans chaque salle, sinon effectivement tout sera inversé et c'est pas top. Est-ce que les joueurs repassent bien tous absents en début de chaque journée? Ah bah enfin oui, enfin oui, la réponse est oui, comme sur du pointage normal. Le pointage autonome, il fait juste que pointer le joueur comme si vous le pointez vous manuellement. Donc tout le monde passe absent le lendemain matin comme sur du pointage classique. Et la dernière partie de la toolbox, simulation tableau, c'est ce qui va vous permettre, vous saisissez un nombre de paires et ça vous donne, en fonction de ce que vous choisissez comme formule, le nombre de matchs que ça représente. Donc ça peut être sympa pour optimiser un échéancier. Si on ne sait pas si avec 13 paires ça passe, on voit un petit peu ce que ça peut donner comme fonction des multiples qui sont possibles. Donc voilà, si j'ai 15 paires et que je fais un tableau poule de 3 avec 2 qualifiés, ça me fait 24 matchs. Donc, ce qui peut être beaucoup. Donc, finalement, si on fait qu'un qualifié, ça fait 19 matchs. Donc, pourquoi pas, etc., etc. Donc, voilà un petit peu pour les modules de la toolbox. Et voilà un petit peu pour tous les modules que je souhaitais aborder avec vous ce soir sur la partie surtout juge-arbitre et puis qu'est-ce qui pourrait vous intéresser d'approfondir. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et je vais terminer sur l'échéancier. Donc, l'échéancier, n'hésitez pas à, de 1, pouvoir le cacher si vous le souhaitez ici en utilisant les petites icônes d'œil qui permettent de cacher. Donc là, j'ai caché le samedi et le dimanche. Je n'ai pas caché le dimanche bleu. Donc ça permet de cacher jour par jour l'échéancier. Première information. Deuxième, c'est de le verrouiller.
Là, je viens de le verrouiller. Donc, s'il y a mon géo qui vient ici et qui touche un peu à tout, parce qu'il est un peu tatillon de la souris, il m'enlèverait des matchs ici. Sauf que le fait que ce soit verrouillé, ça ne le fait pas. Donc là, je suis en train de cliquer depuis tout à l'heure, il ne se passe rien. Ça évite que mon échéancier, 2 jours avant, hop, tout soit enlevé parce qu'il a fait une mauvaise manipulation, on ne sache pas pourquoi, on perd du temps à comprendre pourquoi, alors qu'au final, c'était juste parce que l'échéancier n'était pas verrouillé. Donc pensez, quand votre échéancier est validé, à le verrouiller. Une fois qu'il est verrouillé, il n'y aura pas de modification, sauf si quelqu'un l'a déverrouillé. Au niveau de l'échéancier, là, il y a des petites, ça vous devez déjà connaître, mais il y a des petites durées qui s'affichent ici. C'est l'heure du premier match du tour qui s'affiche et qui permet de voir si l'échéancier est bien fait. Donc là, en l'occurrence, il est bien fait, il n'y a, que du vert qui s'affiche, donc seulement entre 1 et 2 heures entre les 2 tours. Si c'était rouge ou orange, il faudrait s'inquiéter parce que ça voudrait dire qu'il y a beaucoup d'attentes. Donc vous allez avoir un tournoi qui va durer très longtemps pour les joueurs. Dans une poule unique, peut-on faire jouer les premiers tours dans une salle et le dernier dans une autre? Oui, donc l'échéancier Badnet, il se place tour par tour. Pardon, c'est pas cet endroit-là. Comme vous le voyez ici, pour le positionnement des tours dans l'échéancier, ici on a les tours, tour 1, tour 2, tour 3, etc. etc. Donc là, Simplon série 3, ça m'a tout l'air d'être une poule unique. Donc je peux m'amuser à positionner le premier tour dans une salle, le deuxième dans une autre, le troisième dans encore une autre, etc. Ça pose aucun souci, mis à part que les joueurs, ils vont quoi. Et donc, si je regarde le détail, dans ma salle bleue, je vais avoir le tour 1 et le tour 4 de mon Simplon série 3. Tour 1 et tour 4, qui est déjà dans mon échéancier puisque je l'avais fait, mais c'est le seul tour que j'ai. Donc oui, on peut positionner dans une poule unique les premiers tours dans une salle et les derniers dans une autre. Lors d'un tournoi suite à un numéro, juste un WO, impossible de modifier l'ordre des matchs et leur numéro sur le déroulement de l'échéancier. Poule de 5, il a fallu atteindre la fin d'un tableau pour pouvoir mettre le bon numéro. Comment cela se fait? Alors, il y a une sécurité qui empêche de modifier le numéro des matchs une fois que la compétition a commencé. Ça, c'est d'un côté, ça permet de sécuriser si vous utilisez Scorebad, qu'il n'y ait pas des numéros de match qui changent en cours de route et que du coup, ce soit la cacophonie au niveau des tablettes. Ça permet aussi aux joueurs qui ont noté leur numéro de match que tout ne soit pas renuméroté. Parce que si vous insérez un match, si vous modifiez le numéro du 4e match, que ça fait tout, ça décale tout, alors que les joueurs avaient noté, les coachs aussi, quand est-ce que jouaient leurs joueurs, ça peut poser des problèmes. Donc il y a une sécurité, effectivement, si vous modifiez en cours de route les numéros de match, les numéros ne suivront plus, mais au moins ils sont cohérents par rapport à ce qui avait été saisi au début de la compétition. Et pour la modification de l'ordre des matchs, par contre, une fois que vous êtes dans l'échéancier, que la compétition est commencée ou pas, vous pouvez modifier ici les matchs dans l'échéancier. Par contre, il faut savoir que du coup, tous les joueurs ils auront des informations erronées s'ils avaient enregistré des données, enfin des informations sur leur heure de match, si vous modifiez toutes les choses. Est-ce que les heures prises en compte sont bien ceux du premier match lancé en cas de poule inversée et non ceux de la poule A? Alors, si on parle des heures de prise en compte à cet endroit, ici, là, oui, c'est bien le match du premier tour et non de la poule A. Par contre, c'est indépendant de si le match est lancé. Ah oui, le match est lancé, c'est le premier match du tour. Oui, c'est ça, c'est le premier match du tour, donc le premier match qui sera lancé en cas de poule inversée. Si c'est la poule D qui commence, c'est bien le match de la poule D qui sera affiché ici. Et donc, le premier match, l'heure du premier match du tour, que ce soit la poule A, B, C ou D. Donc oui, la réponse est oui, du coup. Ok, du coup, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Et sinon, j'espère que vous avez appris des choses et que vous avez pu voir un petit peu certains points qui étaient peut-être un peu flous sur les différentes gestions, les différents modules qu'on a pu voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir la documentation Badnet qui est là pour ça. Donc, c'est sur blog.itcheckclick.fr. Dans la partie assistance, donc on a de la documentation sur tous nos outils, donc notamment surtout Badnet, Tibad et Scorebad, qui vous permettent, dans une première partie, la FAQ, de répondre à vos questions. Dans une seconde partie, la documentation qu'on essaie de rédiger qu'on va essayer de rédiger cet été pour qu'il y ait pas mal d'articles qui soient disponibles pour vous former ou bien former vos géos
ou répondre à vos organisateurs qui se posent des questions, notamment par exemple sur la partie scoreboard. Il faut savoir qu'il y a un tutoriel qui est disponible et qui permet d'expliquer toute l'utilisation de scoreboard sur une compétition. Donc la tablette, le déroulement badnet, etc. Donc n'hésitez pas à le diffuser pour que vos tables de marque soient autonomes sur la gestion et que vous ne passiez pas du temps à répondre à leurs questions. Vous le savez déjà aussi, mais je le rappelle au cas où, vous pouvez ouvrir un ticket sur pilote.itchaclick.fr/badnet-v5, badnet-v5, et dans ce cas, donc on a un ticket qui est ouvert sur notre plateforme. C'est ce moyen-là qu'il faut privilégier pour qu'on puisse avoir un suivi de votre demande, pour que n'importe quelle personne de notre équipe puisse répondre à votre demande et pour éviter que votre demande soit perdue si vous l'envoyez par mail, par texto, par WhatsApp, etc. Donc privilégiez ce moyen de support-là, donc pilote.itchaclick.fr/badnet-v5, c'est disponible en bas du site Badnet. Et donc, ça permet d'ouvrir un ticket en précisant votre demande. Donc, ça peut être soit une idée de fonctionnalité, ça peut être un bug que vous avez rencontré, ça peut être une information, une question sur des fonctionnalités que vous ne savez pas utiliser, etc. On essaie d'être le plus réactif possible et de vous répondre via l'interface de ticket. Donc, je vous remercie à tous pour votre attention. Et du coup, je vous dis bon courage pour vos prochaines compétitions à cette fin de saison. Il ne doit pas en rester beaucoup. Et du coup, à bientôt sur les terrains ou derrière un ordinateur en répondant à vos demandes de tickets. Merci à tous et bonne soirée.